Les coiffures de guerre, ça découle un peu de ça, de se paraître, de justement pour les hommes de se montrer sur leur meilleur jour, entre guillemets. Ces coiffures de guerre avec ces plumes, avec ces symboles spéciaux, ces maquillages sur le visage. Le maquillage, tout était individuel. Le maquillage, c'est choisi par l'homme qui porte. Il y a les gens qui portent et les gens qui ne portent pas. Les plumes sont Trophées ou les sont données, sont gagnées en fait par leur mérités, exploit. mérités. Oui. Et parfois il n'y a qu'un qui porte sur leurs cheveux. Parfois il y a les grandes coiffures avec 14 et qui va. Tout ça c'est gagné. C'est pour montrer à nouveau comme ils sont bons guerriers. Ça raconte leur vie. Oui. Ça fait partie de leur être, de leur présent. Exactement. Parce qu'ils intègrent dans leur présent. C'est pas du passé pour du passé. C'est pas de mettre, nous par exemple, mettre une légion d'honneur ou une médaille. Mais eux, ils mettent par exemple une plume, mais ça a une vie encore dans le présent et dans le futur. Ça leur fait un projet. Ils ont de la confiance par rapport à ça peut-être. Ben, à propos de futur, on ne pense jamais au futur, d'avenir, parce qu'il n'y a pas. C'est le présent ou le passé. Ils disent que tout ce qu'on peut voir, c'est derrière nos épaules. Parce que devant, on peut voir rien. Mais c'est juste pour... C'est une façon d'habiller qui peut dire à tout le monde qui je suis. Par exemple, Dany, la danse du soleil est un rituel chez les Amérindiens et tu le libelles magnifiquement dans ton livre, donc sous le soleil dansé. C'est une cérémonie de transpercement. Ça paraît un peu barbare, un peu difficile, mais c'est un rituel, entre guillemets, pour un jeune homme, entre autres, qui demande quelque chose, soit une guérison, soit d'avoir une vision pour un chemin de vie. Tu peux nous en parler un peu de cette danse du soleil? C'est en réalité, il n'y a pas le mot pour qui dit, excusez-moi, qui dit merci, mais c'est une danse de remerciement pour tout le bien qui est venu à chacun et tous, à le village par exemple, mais à tous les villages parce que c'est fait dans le mois de juin, juillet, et à cette époque pour les Lakota, les Sioux, ils sont tous les villages, tous les clans, tous les partis, ils viennent ensemble. Et c'est un rituel de donner à la terre, en fait, parce qu'il laisse couler le sang. Et il va partir. Et c'est pour ça. C'est de redonner quelque chose à la terre parce qu'on a eu beaucoup de bien. C'est ça. Mais un homme qui choisit de faire ça pour avoir beaucoup de choses qui viennent à lui à ce moment-là, avec la douleur, le tout qui vient avec. Oui, c'est un rite, c'est un, comment on appelle ça, c'est un passage, une transition dans une étape supérieure, un peu entre guillemets, en demandant soit quelque chose de réel, ça peut être une guérison pour lui ou pour quelqu'un. Mais non, en fait, il ne demande rien. Il est là pour donner. D'accord. Mais la plupart, il attend que peut-être quelque chose va être révélé dans l'intérieur de lui-même qui fait ça pendant toute cette douleur. Il va évoluer un peu, il va voir les choses
Il va voir les choses. Il entre, à mon avis, ce qu'il fait veut entrer dans le centre de eux-mêmes. C'est pour ça qu'il le fait. Et c'est vrai aussi que c'est une fonction collective. Ça regroupe un peuple, ça regroupe des peuples, puisque plusieurs peuples différents indiens se regroupent ces jours-là, entre autres, me semble-t-il, et que les mères qui ont des enfants en bas âge, après les cérémonies, vont sur le terrain lui-même pour demander un peu plus d'énergie pour leur enfant. Et ils perçaient leurs oreilles les bébés à cette époque-là, dans cette terre qui est sacrée. Mais c'est un rituel, une tradition qui dure 4-5 jours, quelque chose comme ça, de début à la fin. C'est un très très grand symbole. Mais c'est choisi par les hommes qui font. C'est pas une obligation. Personne. Les femmes, ils ne font pas, mais ils donnent une partie de leur chair. Ils laissent tomber s'ils veulent. Juste pour remercier la terre d'être tout ce qu'elle est pour nous. Tout ce qu'elle est, elle est tout. La terre. Être physiquement dans la terre, avoir une terre ancestrale, par exemple, comme pourra le revendiquer le chef indien Seattle, que cette terre n'appartient à personne, elle appartient à chacun. Donc, ce qui n'a pas été compris par les Américains, il faut le dire, effectivement, puisqu'ils ont perdu leur terre, ils ont été spoliés de leurs biens. Donc, mais la terre en elle-même, être attaché à la terre, qu'est-ce que ça veut dire physiquement? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Est-ce que c'est une parcelle de terre qu'on dit j'ai un papier, cette terre m'appartient? Ou c'est un état d'esprit? Qu'est-ce que c'est, Denis? C'est un état d'esprit. La terre, elle appartient de personne. Tu sais, mais chaque tribu aux États-Unis, en Amérique du Nord, a eu leur territoire. Mais c'était ouvert à tout le monde. Mais pour faire la guerre, par exemple, on a les ennemis naturels. Différentes tribus ne s'entendent jamais. Ils sont les ennemis. Et pour faire la guerre, il va vers le territoire de l'autre. Mais jamais pour prendre leur territoire. Jamais. C'est pas donc pour élargir les frontières, c'est plus pour faire quelque chose de spécial par rapport à une idée. C'est ça que tu veux me dire, Dani? Il va dans le territoire des autres, la plupart, c'est que pour faire la guerre. C'est-à-dire les autres tribus, pas les autres clans, les autres tribus. Il y en a, on a eu à peu près 550 au début. Et chacun son territoire. Mais s'il va dans le territoire des autres, il peut être pour parler, s'ils ne sont pas les ennemis. Mais c'est un respect. C'est un respect des autres. Je ne peux pas, j'explique mal. Une question bête, pourquoi une tribu fait la guerre? C'est pour voler des chevaux, c'est pour augmenter son tribu, pour voler des tipis, pour avoir... Qu'est-ce que c'est? Il cherche quoi en faisant la guerre? S'il ne cherche pas à agrandir le territoire, qu'est-ce qu'il cherche? Ouais. À prouver leur valeur? Ils cherchent la guerre pour faire la guerre. Le champ de bataille, c'était un endroit où les jeunes peuvent montrer leur courage,
leur, Valeur, leur bravoure. oui, leurs idées, comme ça. C'est pour voler les cheveux. Ou les enfants. Oui, Voler les enfants, ça ajoute le force, la puissance, comme ça. Mais c'est jamais pour prendre le territoire. Jamais. Jamais. Et normalement, il va dans quand il fait la guerre, il n'entre pas dans le territoire des autres. On vient ensemble pour faire la guerre dans un territoire neutre. un territoire neutre. Voilà. D'accord. Ouais. Et après, c'est fini. Ouais. Parfois, il entre dans les villages pour voler les cheveux. Les scalps. Ça vient après. Tu veux dire les chevaux pour voler. Prendre les chevaux. Oui. Pour voler Oui. les chevaux. Mm. Oui, après quelque temps, il y a les uns et les autres qui étaient tués. Et ils prennent leurs cheveux comme un trophée D'accord. de la guerre. C'est rien que ça. Mais on a appris ça par les Hollandaises. C'était les Hollandaises qui ont fait ça au début. C'est pas les Indiens qui ont inventé ça. C'est juste le couple qui décide de marier, ils partent pour 4 jours. Quand ils reviennent, ils sont mariés. Donc, c'est un Indien et une Indienne de clans différents qui peuvent se réunir, se marier. Et c'est l'homme qui allait dans le village des femmes, toujours, pour ajouter son force, son énergie à la femme. Parce que c'était une société matriarcale. Tous étaient des femmes. C'est eux qui sont le propriétaire, si vous voulez, de tout. Les femmes confectionnaient le tipi. Oui. Les femmes faisaient la soupe. Oui. Elles éduquaient les enfants. Oui. Bah, Jusqu'à en bas âge. Après un certain âge, ils passaient dans un autre rituel, éventuellement, pour aller dans le clan des guerriers. Les garçons. Mm. 8 ans. Et après 8 ans, ils n'ont même pas regardé dans les yeux leur mère. Oui, ça c'est particulier. C'est particulier, effectivement. Et notamment dans les danses ou des cérémonies de danse indienne. Par exemple, je fais allusion à cette grande farandole indienne. Grande farandole, il y a une étrangeté qui m'a semblé particulière. Ça se rapproche un peu de... Il y a un peu des similitudes avec les danses provençales. Il y a des danses en cercle et des danses en farandole. Je ne trouve pas ailleurs, Don Denis, ce type de danse. Je ne connais pas. Les danses provençales se rapprochent presque étrangement de certains pas des danses amérindiennes. Il y a toute une danse de cercle ou alors une danse de farandole. Est-ce que c'est vrai, Dani, que les danses sont réservées aux hommes? La plupart. Mais c'est pas... c'est parce que les hommes ont besoin toujours d'être vus, d'être beaux. Tu sais comment l'apparence d'un poulet. Ils sont pas très belles. Hein? On regarde le coq, comme il est magnifique. Voilà, ces hommes. Et ces hommes, ils veulent danser pour dire ils sont beaux, ils sont forts, ils sont magnifiques. Il a toujours besoin de ça. Par contre, ça n'empêche pas les femmes de participer en regardant. Non. D'accord. Il fait leur accompagnement. Il fait leur trilling comme trilling.
je ne peux pas faire. Je crois que les femmes arabes, ici, ils font cette bouillie. Le you-you. Oui, c'est les femmes qui ont fait ça. Et qui a les lances avec les scalps dessous, qui sont portées par leur mari ou les hommes. Ils donnent aux femmes comme souvenir de la guerre. Et il fait ça. C'est juste pour accompagner les hommes quand ils dansent. Ok. Ils dansent aussi pour raconter leurs histoires de guerre. Comme ils avaient fait un peu une bataille particulière, quelque chose comme ça. De victoire, de danse de Ou victoire. leur exploit éventuellement, qui ne soit pas spécialement Exactement. guerrier, mais une histoire qui raconte, qui les a marqués, qui les a bouleversés, qui veulent faire partager. Oui, exactement. Il y a le bison, il y a le grand aigle, il y a les chevaux, il y a toujours, ou c'est des poissons, où il y a toujours une, après c'est un problème de vocabulaire, une harmonie. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette imbrication entre les animaux et les êtres humains? Ça vient d'où? Les animaux, la plupart ont les quatre pattes et nous, on a les deux. C'est rien plus que ça. On est tous les enfants de la terre. Il faut vivre ensemble. Chacun son utilité. Je ne parle pas de les miennes. T'en fais pas, ils ont une grande utilité. Ils sont sages, des fois c'est un peu turbulent, mais on les aime bien. Et puis c'est important, je pense, pour toi. Oui. Depuis quand tu les as? 7-8 ans, mais j'ai toujours eu un chien. Un ou deux. J'ai des boxers, les deux. J'ai eu 2 boxers avant eux. J'ai eu 2 Doberman avant ça. Et j'ai eu un petit caniche qui a pesé moins de 3 kilos, qui était une tigre. Mais elle était avec moi 18 ans. Qu'est-ce que ça t'apporte, cette compagnie d'animaux autour de toi, Dani? Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est la famille pour moi, parce que j'ai toujours habité seule. Et depuis toute petite, j'ai eu des chiens. Et quand j'ai parti de le nid, par exemple, à 16 ans, quelque chose, j'ai pris un chien. C'est d'avoir... Je ne sais pas, c'est comme moi, c'est partie de la famille. C'est pas la même maison sans un chien. Le quota. Four Winds, 80. Ouais. Qu'est-ce que c'est à oreille, Dani, Four Winds? Mais c'est pas à oreille, c'est partout. Le numéro 4 vient de la nature. Toutes les choses viennent en 4. Il y a les 4 vents, les 4 directions cardinales. Il y a les 4 saisons, les plantes. Et il a le racine, le feuille, les tiges et les fleurs. Et toutes les choses viennent en 4. Et ça, c'est, Four Winds, pour moi, c'est les directions. Tu sais, le vent peut... Ici, il vient du nord. Mais il fait le tourbillon. Il vient de toutes les directions. Et c'est pour cet atelier, cette centre d'art, on a les artistes qui viennent partout dans le monde pour être au centre ici.
pour être ensemble, pour évoluer si on peut. C'est ça l'idée de Four Winds. Alors comment on peut te contacter, Dani, pour Four Winds? Il y a un email, il y a un site internet, Il y a tout. un téléphone, c'est quoi? Bon, ben, le site, c'est www.atelierfourwinds, atelier avec un S, .org. Ça, on est non lucratif. Et le téléphone, tout est là sur le site. L'email, c'est atelierfourwinds@wanadoo.fr. À qui c'est réservé? Qui est-ce qui peut te contacter pour venir trouver un peu une inspiration ou pour te donner des conseils sur une technique? À qui c'est réservé? Tout le monde. Les artistes mondiaux, ils viennent. On a les débutants, on a les moyens, on a ma collègue Ursula, elle est sculptrice depuis toute sa vie. Elle a une soixantaine des années d'expérience. Elle enseigne la sculpture. Mais on a les gens qui viennent pour peindre, juste dans la lumière de la Provence. Et non, il y a les gens qui viennent pour me visiter, moi, même juste pour visiter. On est ouvert. Il y a un lieu d'hébergement, il y a un camping à proximité, comment ça se passe? On a deux petites chalets en bois. On a deux petits appartements pour héberger les artistes pendant leur séjour. On n'a que 4 places, mais on a les maris et femmes qui viennent parfois, ou les amis, peu importe. On est ouvert à tout le monde, en fait. D'accord. Eh bien, Dani, on te remercie beaucoup de nous avoir reçus à Oreille, ici à Four Winds, et donc chez toi, Dani Buffalo Dog, donc dans la structure un peu plus artistique que tu proposes, et cette vision un peu amérindienne, ben, je pense, j'espère nous fera évoluer un chouïa. Je suis le seul qui est indien, je suis métisse. Ma collègue de longue date n'a rien à faire avec les Indiens, elle est très, très anglais. C'est l'idée d'être ouverte, je crois que c'est...